Année 1981. Un jeune Danois, une annonce dans un magazine et un nom qui allait entrer dans l'histoire. C'est ainsi que la légende de Metallica a commencé. Personne ne savait qu'ils allaient créer quelque chose qui ferait trembler les fondations même de la musique. Mais ne te méprends pas, Metallica n'est pas né sous les applaudissements ni dans des stades pleins à craquer. Le groupe est né au milieu de conflits, de trahisons et de tragédies. Reste jusqu'à la fin, et tu comprendras pourquoi Metallica n'a pas seulement changé la musique, mais est devenu le groupe de métal le plus important de l'histoire. Cette vidéo est sponsorisée par Suburban Attack, un service spécialisé dans la fabrication de merchandising pour les groupes et les festivals. Si vous avez un groupe ou un festival, vous pouvez créer tout votre merchandising complet depuis un seul site web, avec livraison gratuite. Vous y trouverez de tout. T-shirts et suites, casquettes, badges, vinyles, tout au même endroit et en un seul clic. Visitez suburbanattack.com pour plus d'informations. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Lars Ulrich, fils du joueur de tennis professionnel Torben Ulrich, venait tout juste d'emménager de Danemark à Los Angeles. Il était nouveau, sans amis, mais avec une obsession, la nouvelle vague du heavy metal britannique. Sans perdre de temps, il publia une annonce dans le magazine Recyclé. Batteur cherche autres fans de heavy metal pour jouer. Influence, Diamond Head, Iron Maiden et Tigers of Pantan. Parmi plusieurs réponses, une seule allait changer sa vie, celle de James Hetfield, fils d'un propriétaire d'entreprise de transport et d'une chanteuse d'opéra. Deux mondes opposés entraient en collision, Lars, le jeune Européen ambitieux, et James, le garçon introverti issu d'un milieu modeste, élevé entre opéra et croyances chrétiennes. Mais ils partageaient une chose essentielle, la passion du métal. Ils commencèrent à répéter ensemble, et bien que Hetfield ait d'abord été sceptique face au jeu de batterie d'Ulrich, ils scellèrent finalement l'alliance qui allait donner naissance à Metallica. Le tournant décisif arriva grâce à Brian Slagel, ami de Lars et fondateur du label Metal Blade Records, qui leur proposa d'enregistrer un morceau pour la première compilation du label, intitulée Metal Massacre. C'est ainsi qu'est née une alliance qui allait changer à jamais l'histoire du rock. Mais Metallica n'était pas encore tout à fait Metallica. Il manquait un nom, et un troisième membre. Lars publia une nouvelle fois une annonce dans Recyclé, à laquelle répondit un guitariste nommé Dave Mustaine. Son virtuosité était impressionnante, et son matériel encore plus, ce qui lui valut d'être immédiatement accepté. Quant au nom Metallica, un ami de Lars, Ron Quintana, voulait créer un fanzine de métal et hésitait entre Metalmania et Metallica. En entendant le nom Metallica, Lars en tomba immédiatement amoureux. Il l'aimait tellement qu'il recommanda à Quintana de nommer son fanzine Metalmania. C'est ainsi que le groupe d'Ulrich et Hetfield prit le nom de Metallica. Avec James au chant et à la guitare rythmique, Lars à la batterie et Dave à la guitare solo, il ne manquait plus qu'un bassiste. Le premier fut Ron McGovney. Mais après la sortie de la démo Hit the Lights sur la compilation Metal Massacre en 1982, et alors que les concerts se multipliaient, Metallica décida de chercher un nouveau bassiste. Sur les conseils de Brian Slagel, ils assistèrent à un concert du groupe Trauma, où ils virent un jeune musicien qui les laissa sans voix. Ce jeune homme à l'allure de hippie, c'était Cliff Burton. Sa façon de jouer était unique, et sa présence sur scène, tout simplement magnétique. Mais il posa une condition. S'il voulait qu'ils rejoignent le groupe, il devait déménager à San Francisco, là où les nouveaux sons du thrash commençaient à fédérer une légion de fans qu'on appellerait bientôt les Béarés à Banger. Sans hésiter, Metallica fit ses valises et partit pour San Francisco. Mais tout n'était pas rose. Après de nombreux excès et disputes,
Dave Mustaine fut expulsé du groupe. Son départ fut brutal, mais donna naissance à une autre légende du métal, Megadeth. Avec le départ de Mustaine, Kirk Hammett, guitariste chez Exodus, entra en scène. Le style de Kirk s'intégra parfaitement, et Metallica trouva ainsi sa formation emblématique. Avec le départ de Dave Mustaine et l'arrivée toute fraîche de Kirk Hammett, Metallica était prêt à sortir son premier album et à conquérir le monde. En 1983, ils lancèrent Kill 'Em All, une explosion de fureur et de vitesse qui allait définir le thrash metal. Des titres comme Sick et Destroy et Whiplash devinrent des hymnes, marquant le début d'une véritable révolution sonore dans le monde du métal. En 1984 sortit Ride the Lightning. Plus mûr et plus complexe, cet album explorait de nouvelles sonorités, avec des morceaux comme Fade to Black ou For Warm the Bell Toll. Avec ce deuxième opus, Metallica montrait qu'il n'était pas seulement question d'agressivité, mais aussi d'émotion et de profondeur. Mais la gloire allait bientôt s'accompagner de douleur. En 1986, ils sortirent Master of Puppets, considéré par beaucoup comme leur chef-d'œuvre, et premier album de thrash metal à être certifié disque d'or sans l'appui de clips vidéo ni de passages radio. La chanson éponyme livrait une critique féroce de la dépendance, et chaque riff frappait comme un coup de poing dans les entrailles. Mais durant la tournée européenne, la tragédie frappa Metallica. Le 27 septembre 1986, le bus du groupe se renversa en Suède. Cliff Burton, le bassiste charismatique, fut éjecté du véhicule, qui se renversa ensuite sur lui, l'écrasant du dos jusqu'au torse. Sa mort laissa le groupe anéanti et plongé dans une profonde incertitude. Malgré la perte d'un membre aussi essentiel, Metallica décida de continuer, convaincu que Cliff l'aurait voulu ainsi. Ils partirent à la recherche d'un nouveau bassiste et, après de nombreuses auditions, leur choix se porta sur Jason Newsted. La blessure restait béante, mais la légende ne s'arrêterait pas là. Avec Jason à la basse, Metallica faisait face à un avenir incertain, et leur deuil de Cliff Burton se transforma en musique. En 1987, afin de présenter Newsted aux fans du groupe, ils sortirent un excellent album de reprise des groupes qui les avaient influencés, intitulé Garage d'Ezra Revisited. Puis, en 1988, sortit And Justice for All, un album sombre et complexe, chargé de critiques sociales. Bien que le succès fût au rendez-vous, la production de l'album fit polémique, notamment parce que la basse de Jason Newsted fut quasiment effacée du mix, au point d'être inaudible sur de nombreux passages.
Malgré cela, le succès de l'album leur valut leur toute première nomination aux Grammy Awards. En 1991, Metallica brisa les frontières du métal avec leur album éponyme, plus connu sous le nom de The Black Album. Avec un son plus accessible au grand public, des titres comme Enter Sandman et Nothing Else Matters les propulsèrent au sommet de la scène mondiale. Restera dans l'histoire leur concert emblématique de 1991 au Monsters of Rock, devant plus d'1,5 million de personnes, en ex-Union soviétique. Le triomphe du Black Album fut total, mais il marqua aussi une rupture, de nombreux fans accusant le groupe de s'être vendu. Cette explosion de popularité, inédite dans le monde du métal, mena Metallica vers des stades pleins à craquer, mais annonça aussi un tournant dans leur carrière, celui de leur période la plus sombre. À la fin des années 90, Metallica subit un changement radical, non seulement sur le plan musical, mais aussi esthétique, entrant alors dans une longue traversée du désert. Les membres du groupe coupèrent leurs longues chevelures, et leurs deux albums suivants, Load en 1996 et Reload en 1997, furent totalement dominés par un son plus commercial, proche du métal alternatif en vogue à l'époque. Ce virage, tant visuel que sonore, clairement influencé par les tendances du moment, divisa une fois de plus leurs fans. De plus, leur affrontement public avec Napster en 2000, lié au piratage musical, provoqua une vive polémique et révéla un Metallica plus corporatiste que rebelle. En 2001, Jason Newsted quitta le groupe, épuisé par le manque d'espace créatif. Cela marqua le début d'une crise profonde au sein d'un groupe miné par les conflits internes, crise qui culmina avec l'entrée en cure de désintoxication de James Hetfield. En pleine tourmente, ils sortirent en 2003 Saint-Anger, un album vivement critiqué, notamment pour le son métallique de la caisse claire de Lars Ulrich et l'absence totale de solo de guitare, dans une tentative de se rapprocher du son nu metal alors à la mode. Metallica avait touché le fond. Après des années de turbulence, Metallica cherchait à se reconnecter avec son essence. Avec l'arrivée de Robert Trujillo, ancien bassiste de Suicidal Tendency, le groupe renaquit, prouvant qu'au-delà des conflits et des transformations, son héritage restait indestructible. En 2008, ils sortirent Death Magnetic, un retour au son trash de leur début, accueilli avec enthousiasme par les fans. Revigoré, le groupe montrait qu'il avait encore l'énergie nécessaire pour dominer la scène métal. En novembre 2012, Metallica quitta Warner Bros. Records pour créer son propre label, Blackened Recording. Par le biais de ce label, ils produiraient leurs futures sorties et rééditeraient l'ensemble de leurs albums studio après avoir récupéré les droits. Un an plus tard, le 8 décembre 2013, ils réalisèrent un nouvel exploit en donnant un concert historique en Antarctique, devenant ainsi le premier groupe à jouer sur les 7 continents en une seule année. Depuis, avec la sortie en 2016 de Hardwired to Self-Destruct, qui marqua un retour au son brut de leur début, Metallica n'a cessé de prouver sa pertinence et sa puissance dans le monde de la musique, remplissant des stades aux 4 coins du globe. Contrairement à des groupes comme Slayer, connus pour leur agressivité constante, ou Megadeth, célèbres pour leur virtuosité technique,
Metallica a su explorer et élargir son univers sonore tout au long de sa carrière. Ils sont passés du thrash pur de Kill Em All à des compositions plus complexes comme celle de And Justice for All, à des hymnes plus accessibles dans The Black Album, jusqu'à des expérimentations avec le rock alternatif dans Load et Reload. Cette capacité à se réinventer sans jamais perdre leur identité est unique dans le genre. Sur le plan de la composition et de la structure, Metallica se distingue par des morceaux longs et complexes, marqués par des changements de tempo et des passages instrumentaux qui flirtent parfois avec le rock progressif, comme on peut l'entendre dans Master of Puppets, One ou Fade to Black. Contrairement à l'approche plus technique et rapide de Megadeth, ou au style brut et direct de Slayer, Metallica trouve un équilibre entre brutalité et mélodie, ce qui élargit considérablement son attrait, même au-delà du cercle des puristes du métal. Leur capacité à transcender le thrash et à amener ce genre à des publics qui ne l'avaient jamais écouté auparavant fait de Metallica le groupe le plus important et influent de l'histoire du métal. Et avant de partir, n'oublie pas, si tu es passionné de musique, abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines nouveautés, car le meilleur reste toujours à venir. Settle the score.